Salut les gars, sans plus tarder, on commence la deuxième partie, le démontage du moteur de SXF. Alors, on commence tout simplement par enlever le couvercle, le cache-culasse, en enlevant nos trois vis. Surtout pensez à organiser l'endroit où vous allez réceptionner vos pièces pour ne rien perdre et pour faciliter votre montage. On commence côté alternateur, on enlève le cache au milieu avec une clé hexagonale de 14. Alors pourquoi on fait ça? C'est pour aller chercher notre point Moreau. On va faire tourner notre moteur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et on va aller chercher mettre notre piston au point Moreau parce qu'après on va effectuer un contrôle du jeu aux soupapes. Donc les repères du point Moreau ils sont sur les paliers d'arbre à cam derrière et il faut que les 4 petits points soient alignés et visibles. C'est très important. Il y a une sorte de petit plat sur l'arbre à cam. Il faut que ces 4 petits points ils soient alignés par rapport à cet axe et visibles. Et là, vous êtes sûr que vous êtes au point Moreau. Ça, c'est une particularité des moteurs KTM. Ensuite, on va enlever cette vis ici avec le joint en cuivre. Donc cette vis, ça nous permet de repérer si on est au point Moreau, mais surtout, ça nous permet de bloquer la rotation du moteur. Pour ce faire, il faut enlever le petit joint en cuivre et ensuite revisser la vis à son emplacement. C'est ce qui va nous permettre de bloquer la rotation du moteur et effectuer notre contrôle du jeu aux soupapes. Pourquoi je contrôle dès maintenant alors qu'on va démonter le moteur? Tout simplement pour anticiper le mauvais jeu aux soupapes en fait. Je vais contrôler pour savoir si pour le remontage j'aurai des pastilles à changer ou pas. Donc pour procéder, bien évidemment, je vais tout noter. Parce que le remontage ne va pas se faire automatiquement, il y a toujours la réception des pièces, si jamais vous avez des problèmes au démontage. Donc là ici à l'admission on est entre 0,10 et 0,15 et à l'échappement on est entre 0,13 et 0,18. Voilà. Pensez quand vous faites vos démontages, c'est pas du tout une obligation, c'est plutôt une anticipation. Ça vous permet de voir si votre jeu aux soupapes est bon, ça vous permet de voir si vous allez devoir au remontage changer ou non des pastilles. Et ça vous fait ça, c'est un gain de temps en fait, tout simplement, c'est un gain de temps. Là ici on voit que notre 350 SXF, elle était bien réglée. Donc j'avais bien 0,10, entre 0,10 et 0,15 à l'admission et 0,13 et 0,18 à l'échappement. Là, on sait qu'on va pas avoir à intervenir, donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on va pouvoir procéder au démontage des arbres à cam. Pour ça, tout simplement, on commence par enlever notre chaîne de distribution. J'ai déjà vu des gens abîmer des pièces tout simplement en enlevant, en voulant desserrer leurs arbres à cam sans détendre la chaîne. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que si vous commencez à desserrer et que la chaîne de distribution est tendue, vous pouvez soit abîmer votre chaîne, soit abîmer votre tendeur de chaîne, ou pire encore, déformer vos paliers d'arbres à cam, voire même vos arbres à cam. Donc on procède à la dépose du tendeur de chaîne. Sur cette KTM, ça se fait avec une douille de 24. Et pensez... si vous avez des petites boîtes, des petits pochetons comme ça, à bien ranger vos pièces pour ne rien perdre. C'est très important parce que mieux c'est rangé, mieux c'est organisé, plus c'est facile pour le remontage. Donc là, notre chaîne, elle est complètement détendue. On va pouvoir enlever le petit puits à bougie qui va nous gêner pour déposer les paliers d'arbre à cam. Donc, pour le desserrage des paliers, il y a une règle d'or. C'est la même que pour la culasse, c'est la même que pour les embrayages, les plateaux de pression. On va desserrer en croix. Et quand on desserre en croix, on commence toujours par l'extérieur, puis on va à l'intérieur, puis on va de l'autre côté. Et il faut effectuer un desserrage progressif. Parce que si vous desserrez tout d'un côté et ensuite vous sautez de l'autre côté, vous allez pareil, vous avez peut-être des chances de déformer, d'effectuer des forces de traction sur les pièces qui vont les déformer et les abîmer.
Donc vous desserrez toujours progressivement en commençant par les extérieurs et en desserrant en croix. Soyez observateur aussi, vérifiez l'état de vos vis. Parce que si vos filetages sont morts, complètement bouffés, vous n'aurez plus du tout de serrage. Et ça peut aller à l'encontre de la longévité de votre moteur, ça peut casser, ça peut se desserrer en marche. Donc c'est pas ce qu'on cherche là ici, on cherche à remonter un moteur et lui refaire une santé. Donc soyez observateur. Là, une fois que vous avez desserré en croix, bien évidemment, vos paliers d'arbre à cam, vous allez pouvoir les sortir. Là, ici, je les chatouille gentiment avec le maillet pour les décoller. Ça sert à rien de bourriner, de chercher à frapper fort. Vous les chatouiller tranquillement et normalement, ça va sortir. Là, ici, on a la chance d'être chez KTM. Donc, on n'a pas à faire attention que nos 2001 tombent dans le bas moteur. Elles sont directement serties sur les arbres à cam. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Une fois que vous avez enlevé votre palier, faites très attention. Regardez les portées, voir si vous n'avez pas des marques de grippage, des marques de frottement, des marques de serrage. Parce que ça, c'est les symptômes d'une surchauffe, d'une pompe à huile défectueuse, d'un mauvais graissage. Donc soyez très observateur parce que si vous ne voyez pas ça, vous allez remonter votre moteur avec peut-être une pompe à huile défectueuse et ça peut être la suite d'une casse moteur. Là, maintenant, on va pouvoir enlever nos fameux arbres à cam. On commence par l'échappement ou l'admission. Là, j'ai choisi l'échappement. Vous le reconnaîtrez parce qu'il y a le décompresseur automatique dessus. Si vous vous perdez à savoir lequel est lequel, l'arbre à cam d'échappement, il y a le décompresseur. Voilà. Pour la petite histoire, histoire de se cultiver un peu, le décompresseur automatique, ça sert tout simplement à faciliter le démarrage. Parce qu'on sait que les 4 temps, ça peut être parfois un peu compliqué. Le décompresseur, il a été émis pour faciliter le démarrage, tout simplement. Là, on va sortir du coup l'arbre à cam d'admission. Il est de construction plus simple, donc il n'y a pas de décompresseur. Pensez aussi, j'ai oublié de le préciser, de regarder toutes les parties de l'arbre à cam qui sont en contact avec la culasse. Regardez s'il n'y a pas des traces de grippage, des frottements, des rayures. Parce que si c'est le cas, soit il faut rattraper l'arbre à cam ou alors complètement le changer. On va pouvoir passer au desserrage de la culasse. On va la désolidariser de son bloc moteur. En premier lieu, on enlève ce petit écrou de 8. Et puis après, on peut passer sur le desserrage de la culasse. Donc, petite astuce, ce qui arrive assez régulièrement, c'est que les petits écrous de 8 comme ça, ils sont surserrés ou alors ils sont grippés. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit coup de dégrippant ou même à chauffer l'écrou. Si vous avez un petit chalumeau, ça fonctionne bien. Vous chauffez gentiment pour pouvoir le sortir. Ensuite, on passe au desserrage de la culasse. Donc du coup, c'est comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un desserrage progressif en croix. C'est-à-dire que vous commencez d'un côté, puis vous allez en face à l'opposé, etc. Et toujours progressivement, sans desserrer tout d'un coup, pour éviter d'effectuer des forces, de forcer d'un côté et déformer la culasse. Là, ce serait catastrophique. On n'aurait plus une culasse hermétique. Donc, du coup, pensez à bien desserrer progressivement en croix. C'est très important. Et c'est le même principe pour le resserrage. Voilà. Là, j'ai fait un petit coup de marqueur sur mes écrous extérieurs. Mais bon, ils sont assez faciles à différencier parce que généralement, les écrous intérieurs, ils sont pleins d'huile et les extérieurs, non. Donc, bon, moi, je le fais quand même. C'est une question d'habitude. Après, aussi, pensez à récupérer les rondelles parce que le serrage, il se fait avec des rondelles. Donc, c'est très important. Là, je ne les ai pas sorties puisqu'elles sont complètement collées. À l'intérieur, elles sont collées par l'huile et à l'extérieur, j'arrive pas à les avoir. Et pareil, pour sortir la culasse, vous pouvez la tapoter très gentiment avec le maillet pour vous faciliter la sortie et pour la décoller surtout. Après, vous bougez un petit peu votre culasse de gauche à droite, de haut en bas, ça va sortir. D'ailleurs, au passage, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur la culasse et la chambre de combustion, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. C'était sur le 450YFZ. Je vous mettrai le lien dans la description.
Donc là, on arrive à sortir la pièce. Là, c'est justement l'exemple qu'il ne faut pas suivre. En la retournant, j'ai fait tomber les fameuses rondelles qui étaient soi-disant collées. Donc c'est pour ça, pensez à, si vous avez un petit aimant, à les récupérer. Parce qu'elles font partie aussi du serrage. C'est elles qui vous permettent d'avoir un serrage régulier, c'est-à-dire partout pareil. Parce que si vous avez un endroit où vous avez une rondelle, un endroit où vous n'avez pas de rondelle, vous n'aurez pas un serrage homogène, quoi. Et le serrage de la culasse, il est très important pour avoir une chambre de combustion étanche, les gars. C'est important. Là, j'ai mis mes doigts au niveau des pastilles pour pas les faire tomber et on voit que notre culasse est plutôt propre. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de débris, il y a un peu de calamine, c'est tout à fait normal. On va la nettoyer après. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais rebondir. Donc avant ça, on va enlever notre joint de culasse, bien évidemment, le fameux joint de culasse qui pose tant de problèmes dans la mécanique. C'était par rapport aux goujons. Donc là, on voit que les goujons, ils ont été bouffés par la rouille. Ça, c'est pareil. On voit que les filetages, ils ont commencé à être abîmés. Et ça, c'est pas bon du tout. Parce que si vos filetages, j'insiste beaucoup là-dessus, mais si vos filetages, ils sont plus bons, votre culasse, elle sera plus serrée de manière homogène et identique sur chaque point. Et ça peut influer sur l'étanchéité de votre chambre de combustion. Et comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos, la chambre de combustion doit être parfaitement étanche. C'est ça qui va vous donner des performances sur votre moteur et c'est ça aussi qui va faire que vous allez réussir à démarrer et vous allez avoir un moteur sain. Très 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 important. On met de la graisse sur nos filetages au remontage. C'est très important. Mais on le verra de toute façon sur la vidéo du remontage. Là, vous voyez, c'est rouillé de partout, quoi. On ira les poncer gentiment et puis on viendra les nettoyer pour qu'il n'y ait plus de traces, quoi. On enlève enfin notre cylindre, on va pouvoir le vérifier, voir s'il y a des marques de serrage, des marques de grippage. Là, il est plutôt propre. Quand on va remonter, on va faire notre comparatif pour savoir s'il faut changer le piston ou pas. Je pense que oui, mais déjà, il est en plutôt bon état. On va pouvoir attaquer le démontage du bas moteur. Donc moi, je commence toujours côté allumage, côté alternateur. Pour la simple et bonne raison que sur les japonaises, vu que j'ai l'habitude de travailler plus sur les japonaises, la chaîne de distribution, elle est de ce côté, pas chez KTM. Donc les Autrichiens, eux, se sont inspirés plus de la mécanique automobile. Du coup, la chaîne de distribution, elle est connectée avec la pompe à eau. Et elle est côté embrayage. Voilà. Donc là, on démonte. Là, ici, on va démonter notre démarreur, notre rotor, notre stator, enlever tout ce qui va nous gêner, à savoir notre filtre à huile, notre crépine d'huile. Et là, on va sortir en premier lieu le démarreur. Donc pour ça, on enlève le petit carter du limitateur de couple ici, pour libérer l'engrenage du démarreur. Je profite d'enlever tout ce que je peux du joint, ça me fait gagner du temps. Voilà, donc ça c'est le limitateur de couple. Et ensuite on va enlever le carter d'alternateur. Parce qu'en fait, si vous voulez, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, si vous n'enlevez pas le carter, vous n'arriverez pas à enlever le démarreur. Donc il va falloir desserrer un minimum le carter d'alternateur pour pouvoir sortir le démarreur. Là, ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de marqueur sur la première vis que je dévisse. Parce que j'ai pris l'habitude, en fait, si vous voulez, d'utiliser cette fameuse technique où on enfonce les vis dans un carton pour pouvoir ensuite les remettre à la bonne place. Donc là, vous voyez, on tire légèrement sur le carter d'alternateur, le carter d'allumage, et pof, on peut sortir le démarreur tranquillement. Là, c'est normal que ça force un petit peu parce qu'il y a un électroaimant. Le stator, il est aimanté avec le rotor. Donc, c'est pour ça que ça force un peu. N'hésitez pas à tirer, il n'y a pas de souci. Là, on va voir la première surprise de notre démontage. On a la première casse.
Là, ce que vous voyez, les petits copeaux métalliques, en fait, c'est des petits espaceurs qui viennent espacer les aiguilles du roulement de la roue libre de démarreur. Alors, je sais, c'est un peu poétique ce que je viens de vous dire, mais en fait, si vous voulez, quand on a de la matière carrément qui est partie, et je pense qu'il y a des espaceurs, voire même des aiguilles du roulement, qui sont venus se glisser entre le rotor et le stator, et ils ont complètement bouffé la matière. Donc ça, là, le rotor, c'est à changer, c'est HS, là. Donc là, jusqu'ici, on n'avait pas de mauvaise surprise. C'est notre première mauvaise surprise. Donc on a un rotor à changer. Je profite que mon moteur soit bloqué. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait enlevé la petite bague en cuivre de notre vis pour bloquer la rotation du moteur. Donc j'en profite pour enlever mon piston. Parce qu'après, cette vis-là, on va la remettre de manière à ce que le moteur tourne pour enlever le rotor. Donc là, c'est encore bloqué. On va enlever le circlip. Je sais que d'habitude, il faut mettre un chiffon ou un sopalin pour éviter que le circlip tombe dans le bas moteur. Mais là, vu qu'on démonte tout, ça n'a pas d'importance et il n'est pas tombé. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On va enlever le piston et on va en profiter pour vérifier le jeu dans la bielle. Donc, sachez une chose, c'est que le jeu latéral de gauche à droite, c'est normal. Il y a des tolérances à respecter, bien évidemment. Mais le jeu vertical de bas en haut, c'est pas normal. Donc si vous avez du jeu vertical, là, va falloir changer votre roulement de bielle. Le roulement de tête de bielle. Parce que la tête de bielle, c'est pas en haut. La tête de bielle, c'est en bas. Voilà. On n'a pas de jeu. On a enlevé la vis qui bloquait notre moteur. La fameuse vis, là, hexagonale. On va pouvoir desserrer le rotor et le sortir. Je remets le joint, bien évidemment, pour ne pas le perdre. Et puis on peut remettre la vis en place, vu que notre moteur ne sera pas bloqué. Là, si vous avez une clé à choc, un pétard, c'est l'idéal pour enlever un rotor, parce que sinon, il vous faut un bloc rotor et de la force, parce que c'est bien serré. Là, j'utilise le pétard, c'est beaucoup plus pratique et c'est un gain de temps. Ensuite, on va mettre l'arrache volant. Donc là, c'est un arrache volant avec un pas à droite, pas classique. On le serre dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ceux qui veulent la référence, parce que les arraches volants, ça change de moto, de marque en marque en fait. Donc là, chez KTM, il me semble que c'est un M26, pas 1. Donc là, on peut extraire du coup notre rotor. On va serrer la contre-vis de l'arrache volant pour pouvoir tirer le volant magnétique vers nous, tout simplement. On va pouvoir observer le rotor en lui-même et on voit bien que tous les espaceurs et toutes les aiguilles sont tombées au démontage. Donc là, c'était vraiment sa fin de vie, quoi. Il fallait vraiment le changer. On rebondit, on va enlever maintenant le pignon d'entraînement et la roue libre de démarreur. Donc surtout quand vous démontez, je le répète, soyez très observateur, regardez le sens de montage, prenez des photos, même des vidéos si vous voulez, vérifiez bien qu'il n'y ait pas de rondelles, que les pièces ne sont pas abîmées, parce que c'est dommage de refaire un moteur complet et d'y laisser des pièces qui sont usées et bonnes pour la poubelle. Le principe là, c'est de repartir sur une bonne base. On sait qu'on a un problème de boîte de vitesse, on a le rotor qui est cassé. Donc là, le but, c'est d'essayer de remettre le moteur le plus sain possible. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au petit carter sur la droite, le petit carter blanc. C'est le carter, derrière on va y trouver une partie de la pompe à huile. Chez KTM ils appellent ça la pompe de succion. Donc ça fait partie de la pompe à huile. On fait attention parce que c'est du plastique et c'est fragile. Donc soyez pas trop bourrin et surtout pensez à récupérer la petite aiguille, parce que c'est elle qui fait en sorte que les deux parties de la pompe à huile sont connectées et reliées ensemble. Ensuite, on va enlever la crépine. On va la regarder, voir s'il n'y a pas de limaille dedans. Ici, elle est relativement propre, malgré qu'on ait trouvé à la vidange de la limaille et des morceaux métalliques. Là, je vais incliner mon moteur
pour vider toute l'huile qui reste, pour que lorsqu'on ouvre le bas moteur, il y ait le moins d'huile possible. Je vais en profiter aussi pour enlever la bague du pignon de sortie de boîte. Surtout, vérifiez bien le sens de montage. Donc là, on a la petite échancrure qui va à l'intérieur, là, et le côté plat à l'extérieur. Donc là, on a enlevé tout ce qui nous gênait côté allumage pour pouvoir ouvrir le bas moteur en deux. On a enlevé notre rotor, notre stator. Surtout, n'oubliez pas la tige de poussée de récepteur d'embrayage parce que vous pouvez la perdre. On a enlevé notre rotor, notre stator, notre pompe à huile, notre crépine d'huile, le filtre à huile. On a penché notre moteur pour vider l'excédent d'huile. On a enlevé aussi la petite bague de l'arbre de sortie de boîte. Et là, on va pouvoir passer sur le côté embrayage. Donc là, la particularité chez KTM, c'est que pour démonter votre carter d'embrayage, vous êtes obligé de démonter votre pompe à eau. Chose qui n'est pas le cas sur les motos japonaises. Parce que la chaîne de distribution, tout simplement, elle est côté rotor. Là, notre chaîne de distribution, elle est directement sur l'arbre de pompe à eau. Donc, on est obligé d'ouvrir le carter, enlever l'hélice et enlever l'arbre de pompe à eau pour pouvoir sortir notre chaîne de distribution. Et ça, c'est une des raisons pourquoi il y a pas mal de mécanos qui n'aiment pas spécialement travailler sur KTM parce qu'il n'y a rien d'identique. Très important aussi, une chose à savoir, c'est une maladie sur les 350 SXF de 2011 à 2013. La pompe à eau, en fait, si vous voulez, elle n'arrive pas à gérer le débit entrant d'eau, ce qui fait qu'elle finit par ne plus tourner. Et ça engendre la surchauffe et la casse du moteur. Pour y remédier, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre une pompe à eau Boysen, pardon. Donc on change le carter et l'hélice et généralement ça règle le problème. Donc là, on va pouvoir enlever l'hélice du coup. Un petit coup de pétard et ça sort tout seul. Et ensuite, on va s'attaquer à notre carter d'embrayage. Toujours le même conseil, au démontage, soyez observateur, vérifiez que l'arbre de pompe à eau n'est pas bouffé, n'est pas abîmé. Regardez le joint spi aussi, son état. Là, de toute façon, on va le changer parce qu'on va passer sur une pompe à eau Boysen. Mais soyez observateur, comme ça, au moins, si vous avez des choses à changer, notez tout. Et puis, au moins, vous pourrez progressivement racheter les pièces que vous avez besoin de changer. Là, pour le démontage du carter d'embrayage, c'est toujours la même technique. Je marque ma première vis qui ira dans le carton. Puis après, je desserre tout ce qui concerne le carter d'embrayage. Dévisser, on commence par notre première. On va pouvoir enlever notre carter d'embrayage et passer directement au démontage de l'embrayage. On desserre le plateau de pression, desserrage progressif en croix pour ne pas abîmer les ressorts, pour ne pas forcer dessus. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut passer, il y a une petite technique, c'est de passer un petit tournevis plat derrière le dernier disque d'embrayage pour sortir le tout d'un bloc. Ça évite d'enlever vis par vis, le plateau de pression, disque par disque. Ça fait gagner du temps. Chose qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est très très importante. Avant de vouloir desserrer l'écrou qui maintient notre embrayage sur l'arbre de boîte, il faut enlever ce qu'on appelle la rondelle frein. Très important, si vous n'enlevez pas la rondelle frein, vous ne pourrez jamais desserrer votre écrou. Donc la rondelle frein, c'est une petite languette qui se rabaisse sur l'écrou et qui l'empêche de se desserrer. Là, il va falloir relever la languette avec un tournevis plat et un maillet par exemple. Relever la languette pour pouvoir avoir accès à notre écrou. Très important. On peut ensuite enlever l'anneau d'embrayage, la cloche d'embrayage. Très attention, derrière la noix, il y a toujours une rondelle. Pensez à la récupérer parce que ça reste collé avec l'huile généralement et de la mettre de côté pour ne pas la perdre. On pourra vérifier par la suite l'état d'usure de l'embrayage, de la noix, de la cloche. Si jamais votre embrayage, votre cloche et votre noix sont marqués assez profondément, changez votre embrayage. Même si vous essayez de le limer pour le rattraper, ça va faire par la suite que votre embrayage fait du bruit et ça va générer un gros jeu de fonctionnement qui peut abîmer vos disques.
Donc, et les user prématurément, même si vous les changez. Donc, c'est mieux de changer complètement l'embrayage, comme ça vous repartez sur une bonne base. On va pouvoir ensuite enlever, donc comme ce qu'on a vu à l'écran, notre sélecteur de vitesse, le sélecteur qui est connecté au barillet de sélection, le pignon d'entraînement de la pompe à huile et notre fameuse deuxième partie de la pompe à huile. Voilà. Il y aura aussi le levier, on ne le voit pas à l'écran, le levier qui vient bloquer notre sélection de vitesse. Donc il faudra l'enlever avec le petit ressort et la petite rondelle qui va bien pour pouvoir avancer notre démontage. Lorsque vous aurez enlevé votre pompe à huile, on s'attaquera à l'arbre primaire. Donc c'est un écrou avec un pas inversé, c'est-à-dire que pour desserrer, il faut serrer. Tout simplement, c'est un pas à gauche. Donc utilisez votre clé à choc si vous en avez une, parce que c'est un écrou qui est serré relativement fort. Et c'est écrit dessus left, qui veut dire le pas à gauche. Là, j'ai eu un petit bug sur la vidéo. On ne me voit pas enlever l'arbre de pompe à eau et le pignon de l'arbre primaire. Bon, c'est pas important. Pour enlever votre arbre de pompe à eau et récupérer votre chaîne de distribution, il faudra juste dévisser les différents guides chaînes de distribution et après vous aurez facilement accès à l'arbre. Il suffira juste de tirer dessus. Maintenant, on va pouvoir passer à la séparation des deux carters. Pour ça, j'ai tapé gentiment au maillet pour décoller le filetage de chaque vis, parce qu'à mon avis, ça fait un petit moment que ça n'a pas été desserré. Et après, je procède au desserrage, toujours progressivement pour que le tout se décolle gentiment. Je termine à la visseuse pour enlever toutes les vis assez rapidement. Et une fois que j'aurai enlevé toutes mes vis, là, je vais pouvoir utiliser l'outil de séparation de carter, le sépare carter, qui va venir pousser sur mon vilebrequin et en même temps tirer le carter vers moi. C'est très important, je pense, si vous avez l'occasion et si vous voulez investir, de prendre cet outil, parce que ça permet d'enlever, en fait, si vous voulez, de séparer vos carters de manière homogène, sans forcer plus d'un côté que d'un autre, sans avoir à taper comme un bourrin, sans utiliser un tournevis qu'on va placer dans la fente des deux carters et abîmer notre plan de joint. Ça permet d'ouvrir et de séparer les deux carters de manière propre. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans un démontage propre, pensez à investir dans des outils qui vous faciliteront la vie, quoi. C'est, je pense, une chose très importante. Une fois que le sépare carter a fait son œuvre, on l'enlève et on va pouvoir ouvrir et voir ce qui se passe à l'intérieur de notre bas moteur, voir les petites surprises. Donc là, les gars, on est arrivé au cœur du problème. On est dans le bas moteur. Au niveau de la boîte de vitesse, souvenez-vous, c'était la 4e qui passait plus du tout. Elle faisait des faux points morts sur cette SXF. Donc là, on va pouvoir examiner la boîte. On va la sortir et essayer de l'observer méticuleusement pour voir toutes les pièces à changer. S'il y a des pignons, des engrenages qui sont morts, cassés, des crabos qui sont cassés. Donc on va pouvoir tout examiner. Là déjà, on sort notre vilebrequin. Et ensuite, on va pouvoir sortir notre boîte. Pour commencer, on enlève les deux tiges qui maintiennent les fourchettes de boîte. Faites attention sur les KTM, il y a 3 ressorts qui vont avec. Là, maintenant, nos fourchettes de boîte vont être libres et on va pouvoir les sortir. Voilà, on les voit. Donc, première fourchette. Deuxième fourchette. Et la troisième. La troisième qui va nous laisser une petite surprise et un premier indice lié à notre problème. Donc là, sur cette fourchette de boîte, on a une petite partie qui est cassée. Donc ça, c'est déjà une des premières causes du problème pour notre 4e vitesse. La fourchette est abîmée et à mon avis, les petits morceaux de ferraille qu'on avait trouvés dans notre huile lorsqu'on avait fait la vidange, c'était peut-être des parties de la fourchette de boîte. Donc déjà, on a
on sait qu'on va devoir changer une des 3 fourchettes de boîte pour réparer notre boîte de vitesse. Donc une fois qu'on a enlevé les 3 fourchettes, notre barillet de sélection, là on va pouvoir sortir les arbres de boîte. On pousse un petit peu avec la main par derrière pour les amener vers nous. Et on va pouvoir les sortir et les examiner. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre boîte de côté. Et puis, on va regarder un petit peu l'état d'usure de nos roulements de boîte. Et puis là, je vais pouvoir constater que sur tous les roulements, il y a des points durs. Donc là, on sait qu'il va falloir changer tous nos roulements bas moteur. On va en profiter même pour changer les roulements de Villebrequin. Parce que quitte à repartir sur une bonne base, autant tout changer. Ça nous évite de le refaire plus tard. Donc là, au moins, ce sera une chose de faite. Là, justement, on voit bien que les roulements étaient complètement usés. Je retrouve même des petits morceaux métalliques, mais bizarrement, il n'y a pas de morceaux de carter de cassé. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, notre moteur est complètement désossé. On a sorti tous les éléments. Il y aura une petite vidéo bonus dans laquelle on verra la sortie des roulements et des joints spi. En tout cas, notre boîte de vitesse, j'ai décidé de la changer par une boîte d'occasion en assez bon état. Parce que là, elle était trop usée, les éléments ils étaient trop détériorés, ça revenait trop cher de tout racheter chez KTM. Donc j'ai trouvé une boîte de vitesse d'occasion en assez bon état, on va dire. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de la synthétiser au maximum pour pas que ce soit trop long. En tout cas, je suis pas un spécialiste de KTM, j'en fais pas énormément. Mais j'espère que cette vidéo, elle aidera plus d'une personne. Je vous attends sur la prochaine vidéo, le remontage. N'hésitez pas à partager en attendant. Et je vous dis à bientôt les gars. Peace.